Merci beaucoup. Oui, alors, donc vous allez voir, c'est quand même très, très éloigné des aspects scientifiques fondamentaux qu'on vient de voir. Mais effectivement, Pierre en a parlé. Tout à l'heure, Charlotte a évoqué aussi un peu le problème de combien ça coûte. Et donc, on va parler de ça. Donc, on ne va pas refaire le débat parlementaire autour du PLFSS, là. Mais il ne va pas échapper que ça a été un peu chaud. Et qu'en effet, c'est toujours l'idée de savoir ce que l'on paye. Donc, en gros, j'ai mis quelques idées à fausses. Ah, c'est celui-là, d'accord. Donc, non, c'est pas le caché. Donc, la première diapo, c'est un peu. Ah, voilà, c'est celle dont on va voir sur la 2. Il est un peu. Voilà, la première. Et voilà, maintenant ça doit aller. C'est bon? C'est bon. Ouais, la première diapo, c'était des idées fausses. Des idées fausses sur l'économie de la santé. J'en ai oublié une, je vous la dirai tout à l'heure aussi, c'est ce qui m'a c'est le petit mot de Charlotte qui m'a fait penser. Mais donc en gros, quand on dit économie de la santé, c'est enfin nous on dit médico-économie, ça commence par médicaux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de résultat médical meilleur, c'est pas la peine de commencer à travailler. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne calcule pas ça coûte et on ne dit pas où, c'est cher. C'est vraiment, voilà, vous achetez, vous avez un budget de pas loin, en gros, 300 milliards. Et avec ce budget de 300 milliards, l'idée est d'acheter de la santé pour la population française. Alors, l'objectif là de ces diapos, de ce que je vais vous raconter, c'est, à mon avis, que vous ne soyez pas rebutés horriblement quand vous voyez dans vos journaux de spécialité, parce qu'il y en a dans toutes les spécialités des articles d'économie de la santé, donc c'est un peu voir à quoi ressemble, qu'est-ce que vont raconter les schémas que vous voyez dans les articles d'économie de la santé qui sont dans tous les journaux de spécialité. Et puis, peut-être quand même, un jour, à un moment, vous aurez envie, comme certains ici, de vous lancer dans la mêlée politique et représentative, et donc de comprendre quels sont les enjeux et comment ça se passe. Mais ce sont deux aspects différents. Et puis ensuite, en gros, je pense que comme on est tous professionnels de santé, et que tous ces aspects de l'économie, vote du budget et tout ça sont quand même maintenant devenus assez publics. Vous, comme professionnel de santé, je suis à peu près certaine qu'à un moment dans votre vie la sociale, il y a quelqu'un qui vous pose une question. Et donc, il vaut mieux savoir répondre, parce que sinon, c'est comme l'employé de la RATP qui ne sait pas ce que c'est que le pass Navigo, quoi. Donc, il faut que vous soyez au courant, non, mais il faut que vous soyez au courant de, voilà, qu'est-ce que c'est que l'économie de la santé. Donc, c'est pas de la profitabilité hospitalière, mais on en a parlé tout à l'heure sur le lavatinib là, qui est donné. C'est pas essayer de réduire les dépenses de santé parce que sinon c'est pas la peine. On va tous, pas vous, mais tous les gens qui font ça vont se suicider parce que ça n'a jamais marché. C'est-à-dire que jamais, dans aucun pays développé, les dépenses de santé ont diminué, sauf l'année Covid, parce que personne n'était soigné. Mais en gros, ça n'est jamais arrivé. Et puis, c'est pas l'idée de tuer tout le monde pour moins dépenser, parce que justement, on est dans l'idée d'acheter de la santé avec les 300 milliards. Et donc, alors, la dernière idée que j'ai pas mise là, il ne faut pas croire que la prévention vaut mieux que le traitement. C'est vrai pour les malades. C'est vrai pour les malades. Mais ce n'est pas vrai forcément en économie de la santé. Voilà, donc ça, c'est aussi une idée reçue. Alors, ça, c'est du cancer du sein, mais c'est juste pour vous montrer, puisque je la mets là et puis je reboucle sur les dernières diapos. C'est juste pour montrer la différence. Enfin, c'est pour montrer deux choses. La différence entre combien ça coûte et combien coûte, qu'est-ce que l'on paye pour acheter une unité de santé, qui sont deux chiffres tout à fait différents. C'est ce que j'ai mis en rouge, je vais vous expliquer. Et l'autre aspect, c'est vraiment en Angleterre, de manière plus transparente qu'en France, l'aspect extraordinairement politique de ces décisions-là, mais l'aspect très transparent, de fait. Alors, donc voilà, qu'est-ce que ça raconte? Ça, c'était le cas de Scylla. Et Roche vend le traitement 90 000 livres. Ça, c'est le coût de la molécule du traitement. Et en fait, vous voyez, l'autre chiffre, c'est, qu'est-ce que ça veut dire? 167 000 € par Quali. Alors, c'est exactement la même chose en France, c'est sur le site de l'AHS. Ça veut dire que si je décide, donc je vous ai dit, le but du ministre de la Santé, c'est d'acheter des unités de santé pour les Français avec ces 300 milliards. Si je décide que je vais utiliser une partie des 300 milliards pour acheter de la santé dans le cancer du sein avec le cas de Scylla plutôt que le capecitabine, eh bien, chaque unité de santé supplémentaire me coûtera 167 000 livres.
Ça, c'est le prix d'acheter de la santé avec ce traitement-là. Voilà. Et vous voyez que ce n'est pas le prix. Donc, celui du bas, c'est un ratio. Et celui du haut, c'est juste de l'argent. Et en fait, c'est le truc, c'est la seule chose, à mon avis, importante à comprendre dans le topo, c'est ça, c'est de comprendre que dans un cas, il y a combien coûte la molécule, et dans l'autre cas, c'est si j'achète une unité de santé, c'est-à-dire une année de vie en bonne santé, je vous montrerai, pour une personne avec ça, voilà ce que ça coûte. Et ça, c'est utilisé, et c'est là où on en parlait à la pause, pour comparer entre elles toutes les stratégies médicales. C'est-à-dire que si j'achète une unité de santé avec ce traitement-là, voilà ce qu'elle me coûte. Si j'achète une unité de santé avec du vaccin anti-grippe, voilà ce que ça fait. C'est ce qui est vraiment utilisé pour tout comparer. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on fait? Donc, il faut qu'on essaye de créer un marché. C'est-à-dire, personne, évidemment, il n'y a pas d'étiquette de prix sur les stratégies de santé. Et donc, le travail en économie de la santé, c'est ça, c'est essayer de trouver le chiffre du 167 000 livres par Qualis, et si je décide d'acheter de la santé avec le dépistage du CHC, avec le traitement du CHC, combien va me coûter chaque unité de santé? Et après, on regarde si c'est mieux, c'est moins bien que si j'achète une unité de santé avec de l'angioplastie coronaire, avec du traitement du cancer de la prostate et tout ça. Et puis, c'est là où après, alors, chez les Anglais, c'est transparent, c'est-à-dire qu'on dit vous êtes au-dessus de ça, plouf, et on ne veut voir personne. Chez les Français, c'est là où chaque spécialité médicale va faire son lobbying au ministère, au Parlement, pour essayer de faire avancer sa cause. Alors, c'est vraiment ça, c'est combien de santé est-ce que je vais acheter avec une stratégie donnée pour un coût donné. Donc, on peut faire ce qu'on a fait ce qu'on fait toujours, bien sûr, quand on fait un essai clinique. En réalité, quand on fait un essai clinique, moi, je rajoute le coût de la stratégie comme un critère de jugement secondaire. Vous avez le critère de jugement principal qui va être la mortalité, la survie sans progression, tout ce que vous voulez. Et on rajoute parmi les critères secondaires, on rajoute et combien ça a coûté dans le bras A et combien ça a coûté dans le bras B. Et c'est le coût de toute la stratégie pendant toute la durée de suivi. Et après, on fait la différence. Et puis après, on rapporte cette différence au gain de santé qui a été mesuré également dans l'essai clinique. Le problème, c'est que si vous gardez les unités spécifiques de chaque pathologie, chaque spécialité, donc les ophtalmos, ils vont vous trouver combien de lettres en plus on voit, vous savez, avec les traitements. Les cardiologues, ils vont être contents parce que la fonction cardiaque s'est améliorée. En oncologie, c'est de la régression tumorale, de la survie sans progression. Et en rhumato, ils sont contents parce qu'on lève la patte de 90 degrés, donc on a moins mal. Voilà. Et donc, avec tout ça, vous ne savez toujours pas à qui il faut donner l'argent. Et donc, les économistes, et ça, c'est vraiment une invention, pas du tout médicale, c'est une invention économique. Les économistes ont inventé un outil de mesure universel qui est le QALY. Celui-là, vous avez dû le voir passer dans des papiers. Mais c'est une invention économique, ce n'est pas du tout médical. Hein. C'est de dire qualité égale quantité. On multiplie les deux. Et comme ça, on a une mesure de santé universelle. Et donc, les ophtalmos, ils disent on améliore la qualité de vie. Ça vaut autant que les cancérologues qui prolongent la survie de temps en temps. Et on met tout ça sur la même unité. Et c'est ça le QALY. Et donc, c'est extraordinairement puissant et pratique. Il y a plein de critiques fondamentales sur l'outil. Juste, il n'y en a pas d'autres. Donc, tout le monde utilise ça. Et donc, c'est vraiment ça son intérêt. Et donc, voilà comment on fait. C'est-à-dire qu'on dit, on va multiplier la durée, qui est là sur l'axe des X, pardon. Donc, faites attention, parce que tout à l'heure, je vous montre un autre graphique, ce n'est pas du tout les mêmes affaires. Donc là, si vous êtes juste sur la durée de vie, vous êtes en ligne. Et puis, si vous rajoutez, si vous calculez un QALY, vous avez les surfaces. Et donc là, vous voyez qu'avec le traitement en bleu, vous pouvez gagner à la fois en survie et en qualité de vie. Et la qualité de vie, par convention, alors, il y a des chiffres en dessous de 0, donc ça, moi, je trouve ça un peu embêtant. En gros, par convention, on dit quand on est mort, c'est 0, quand on est en parfaite santé, c'est 1, et normalement, on se promène entre les deux. Alors, comment on fait pour trouver le chiffre entre 0 et 1? C'est celui-là, et c'est pour ça que
je crie toujours pour qu'on le rajoute dans les essais cliniques. C'est le questionnaire universel gratuit pour les essais académiques qui s'appelle le Q5D5L. Et donc, vous décrivez la qualité de vie sur 5 dimensions. Donc, votre état de santé aujourd'hui, bah, voilà, vous le décrivez comme ça. J'espère que vous allez tous très bien. Et après, donc ça, c'est le questionnaire. Après, vous avez les tables. Donc ça, c'est la table des valeurs françaises. Et donc, pour chacune des combinaisons de 5 chiffres, vous avez une valeur, un état de santé. Donc là, je vous ai mis quelqu'un qui est 1-1, donc c'est mobilité, pas de problème, autonomie, pas de problème, vie sociale, pas de problème. Ça, puis vous avez un peu mal quelque part, et puis ça vous déprime un peu d'avoir mal quelque part. Voilà. Et donc, ça vous fait un état de santé qui est de 0,95 machin. Si vous vivez 1 an là-dessus, vous avez vécu, avec ça, vous avez vécu 0,957 QALY. Et c'est comme ça qu'on a la mesure universelle de l'état de santé qui va servir à dire qu'est-ce que j'ai payé, qu'est-ce que j'ai acheté avec mon argent. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai acheté avec mon argent. Et après, ben, nous, on fait ça c'est ce qu'on fait dans les essais. Hein. On recueille les QALY, alors c'est embêtant quand il y a des valeurs manquantes, mais on recueille les QALY dans chaque bras de l'essai, et puis on fait l'air sous la courbe, on fera la différence d'air sous la courbe, mais exactement comme c'est le cas pour mer. Hein. Méthodologiquement, il n'y a aucune différence. Alors, comprendre les différences, les coûts, les prix, les tarifs. Les coûts, c'est les coûts de production, c'est-à-dire qu'est-ce que ça coûte de produire un malade guéri. Le prix, c'est quel est le prix public officiel d'un traitement. Et puis, les tarifs, c'est les remboursements. C'est ce qu'on prend comme tarif de remboursement. Ce sont 3 notions qui sont quand même assez différentes. Alors, il y a des recommandations sur lequel prendre. Et évidemment, elles sont différentes entre les pays, donc ça ne simplifie pas exactement la vie des gens, mais c'est comme ça. Alors, donc un coût, nous, ce qu'on prend ici, hein, un coût, c'est la valeur des ressources qui sont consommées pour faire quelque chose et qui, de ce fait, ne peuvent pas être utilisées pour faire autre chose. Et de temps en temps, par exemple, alors quand on fait, je vous montrerai, mais le coût, par exemple, pour le dépistage du CHC, là, il y a quand même un peu l'idée de regarder le temps passé par les professionnels, essayer de prendre en compte tout ça de manière un peu propre pour avoir un chiffre. Et donc, ça, c'est les catégories de coûts. Donc, on fait la différence entre médical et non médical. Médical, non médical, c'est la frontière est poreuse. Hein. C'est ce qui est dans le champ de ce qui est remboursable par l'assurance maladie, on peut dire que c'est médical, et puis le reste, c'est pas médical. Si c'est direct, ça veut dire que ça va contribuer à rendre le malade moins malade, voire guéri. Mais vous voyez, la frontière est poreuse parce que, par exemple, l'activité physique adaptée, avant, c'était du pas médical, c'est passé dans le médical. Un certain nombre de médecines complémentaires, c'était remboursé, ça ne l'est plus. Donc, ça se promène un peu à droite, à gauche. Et puis, indirect, ce sont les conséquences d'être malade. Alors, sur les pertes de production, donc ce qui est en bas à droite là, moi, je suis toujours très embêtée parce que normalement, le rôle de la médecine n'est pas exactement de remettre les gens au travail. Mais vous voyez bien que pendant le Covid, on a perdu 8 points de PIB. Et donc, on voit bien que quand toute la population est malade, enfermée et tout ça, c'est pas terrible pour l'économie. Donc, il y a quand même une justification, au moins en analyse complémentaire, à essayer de documenter tous ces aspects. Alors, donc, voilà ce qu'on fait. On prend moi, je travaille beaucoup plus dans le cas d'essais cliniques, mais parfois, et ça on l'a fait aussi, lorsque l'essai clinique se termine tôt, il va être nécessaire d'essayer d'extrapoler, c'est ce qu'on appelle la modélisation, d'extrapoler les résultats de l'essai sur une période plus longue. Ou bien, et ça c'est ce qui était fast track, avant fast track, c'est d'essayer d'avoir des hypothèses. Et quand vous êtes sur une stratégie de dépistage, là, avant éventuellement de lancer un essai, vous avez envie de faire des hypothèses à partir d'un modèle. Et c'est par exemple aussi ce qui s'est fait pour le dépistage du cancer du poumon avec les scanners ultravasseuses. Hein. Il y a quand même des modèles qui disaient, il y a eu l'essai Nelson, et puis il y a eu des modèles qui disaient ça vaut la peine d'essayer. Donc on combine un peu les deux. Et donc ça, le résultat d'une étude d'évaluation économique, c'est présenté sur ces 2 axes-là. En fait, l'axe horizontal, vous le connaissez, c'est comme ça qu'on présente les méta-analyses, les forest plots. Hein. C'est l'axe horizontal, c'est le résultat médical.
Et donc, par convention, à droite, c'est mieux. À droite, le nouveau traitement est mieux. Et à gauche, le nouveau traitement est moins bien. Mais c'est le forest plot ou les méta-analyses avec lesquelles vous êtes très, très familier. Ce qu'on rajoute dans une évaluation économique, c'est l'axe vertical, avec là aussi une convention qui est qu'en haut, c'est plus cher, et en haut, le nouveau traitement est plus cher, et en bas, le nouveau traitement est moins cher. Et donc après, vous avez les 4 possibilités, puis c'est comme dans la vie, c'est-à-dire qu'il est rare que vous trouviez, alors ça c'est en bas, là c'est la période de solde, là, moins 99% sur le Cachemire, donc là vous êtes content, mais ça arrive rarement, hein. En général, on se trouve plutôt dans le cadran en haut à droite, qui est c'est mieux, mais c'est plus cher. Et puis le cadran en bas à gauche, on commence à en parler un peu quand les choses vont très mal, c'est qu'est-ce que je peux faire pour réduire mes dépenses sans trop perdre en qualité. En fait, j'en parlais avec Pierre tout à l'heure. Vous voyez, par exemple, en ce moment, mais en transfusion sanguine, la qualification des dons de sang, mais c'est de la surqualité. Juste, c'est tellement critique et sensible que dès que vous dites on pourrait peut-être faire des tests sur des poules pour le VHC, par exemple, là, tout le monde vous traite d'assassin. Mais vous voyez, c'est un petit peu cette discussion-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est prêt, si on peut réduire de beaucoup les dépenses, qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner? C'est pas trop politique, hein. Alors, là, j'ai juste élargi le cadran en haut à droite. Donc, c'est mieux, c'est plus cher. Donc, c'est mieux, c'est sur l'axe horizontal, c'est plus cher, c'est l'axe vertical. Et donc, vous avez, la première diapo, c'était, sur le cancer du sein, c'était j'achète une unité de santé avec 160 millilivres. En fait, ce résultat-là, c'est les droites que j'ai représentées par an. C'est-à-dire le ratio coût-efficacité, par définition, c'est dy sur dx, donc c'est la différence de coût divisé par la différence de résultat médical. Et donc, les Anglais ont des seuils, ce que je vous ai mis là. Les Anglais, ils disaient 30 000 livres. Donc, si c'est, alors, donc là, vous voyez, avec les 167 000, on était bien au-delà, hein. Ils disaient, si c'est plus que 30 000 livres, on ne prend pas. L'Organisation mondiale de la santé a, pour le seuil supérieur, quelque chose d'un peu plus large, c'est entre 3 à 5 fois le PIB par habitant. Donc, en France, le PIB par habitant, c'est 35 000 à peu près, pour acheter une unité de santé. Donc, c'est ça, c'est si j'achète une unité de santé et qu'une unité de santé me coûte plus que 100 000 euros, je l'achète peut-être un peu cher. Voilà, avec cette stratégie-là. Et donc, l'indication, c'est que je ferais peut-être mieux d'aller acheter une unité de santé moins chère dans un autre domaine médical. C'est ça la traduction du truc. Alors, des exemples. Donc, ça, on en a parlé, hein. C'est différents traitements. Donc là, c'est pour le CHC. Ça, c'est les données, c'est sur le site de la HAS, hein. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, comme ça, vous pourrez lire. C'est très simple. On regarde nouveau traitement comparé au sorafénib. Vous avez le coût total. Vous avez les qualis, donc les unités de santé. Vous avez les années de vie. Et puis après, c'est 2 soustractions, une division, hein. Il y a ces 2 soustractions, une division, hein. Vous dites, si je décide d'acheter de la santé avec le Tecentriq, chaque unité de santé me coûtera 144 000 euros. Voilà. C'est combien me coûte chaque unité de santé que j'achète avec cette stratégie. Et donc après, chaque spécialité médicale, évidemment, on regarde un peu ce qui se passe chez les autres. Donc vous avez le coût par année de vie et le coût par quali. D'accord ? Donc ça, c'est facile. Et puis, voilà, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, souvent les essais finistaux, mais ça, vous connaissez bien, quoi. On prend la courbe de Kaplan-Meier, on l'extrapole pour avoir un peu plus de données, des données un peu plus long terme. Ça, tout le monde le fait. Surtout, alors encore plus maintenant, bien sûr, avec les quartiers et la thérapie unique, parce que quand vous avez un coût énorme d'entrée, vous avez quand même envie de voir que l'effet va durer longtemps. Donc, plus le coût d'entrée est élevé, plus vous allez avoir des modèles de long terme. Alors, donc on fait ça, voilà comment ils sont faits, ça s'appelle des modèles de survie partitionnés. Mais en gros, je prends la courbe de Kaplan-Meier et je la prolonge, hein. Alors, il y a plein de trucs d'ordinateur. En gros, c'est toujours des variantes exponentielles décroissantes, hein, pour le faire à la main.
vous ferez aussi bien. Et donc, on représente l'incertitude. Donc, ça, c'est toujours le même centrique. Et voilà, donc tout à l'heure, vous vous rappelez, mon plan coefficacité, le cadran en haut à droite, c'est mieux, c'est plus cher. Et le nuage de points là, mais si vous avez vu des évaluations économiques, vous l'avez déjà vu, le nuage de points, c'est notre intervalle de confiance. C'est l'intervalle de confiance, c'est la boîte à moustache pour une évaluation économique. Et bah, vous regardez à quoi il ressemble, vous regardez s'il est très large, là il est un peu embêtant, parce que là, ça vous montre qu'il y a une grosse incertitude. Si vous regardez les quartiles, l'incertitude est comme ça. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée de l'incertitude sur le résultat extrapolé. Hein. Ça, c'est du résultat extrapolé. Voilà, et puis on le représente aussi comme ça si les gens préfèrent 2 dimensions, mais moi j'aime bien le petit image. Alors, donc ça, c'est l'étude qu'on avait faite avec Pierre et l'équipe et l'équipe aussi de Servir. Hein. Donc c'était un modèle là pour essayer de savoir, en fait, d'avoir des hypothèses sur l'essai à faire. Donc ça s'appelle des modèles, en fait, des modèles qui s'appellent le Markov, hein, où on simule ce qui se passe avec le dépistage en fonction du niveau de risque des patients. Et donc avec ça, on fait des hypothèses. Et ce que vous voyez là, c'est qu'on trouvait un coût par patient. Et donc c'est pour ça que ça n'a rien à voir. Hein, tout à l'heure, vous vous rappelez, c'est pour ça que voilà, vous voyez peut-être pas grand-chose. Mais en gros, le coût de la molécule là, sur le cas de SILA, 90 000 €. Le coût de l'unité de santé achetée par le cas de SILA, 167 000. Là, on a le contraire, c'est-à-dire que le coût par patient, c'est 100 000, mais le coût de l'année de vie supplémentaire, de l'unité de santé supplémentaire achetée par le dépistage, c'est 10 000. D'accord? Donc, il faut vraiment bien jongler avec les deux et ne pas s'arrêter à combien ça coûte d'acheter telle ou telle molécule. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et ça, c'est le modèle qu'on utilise. Et vous voyez qu'on avait mis un certain nombre de traitements possibles selon le stade de dépistage. Donc ça, c'est rigolo. Et puis après, bon, on fait ça pareil. Alors là aussi, grosse, vous voyez, le nuage de points, grosse incertitude, d'où absolument l'intérêt de faire un essai. Ça, pour moi, c'est fondamental pour essayer de générer des hypothèses et de dire, voilà, on construit ça. Si on a vu un tout petit point plus large, c'était rassemblé, c'est peut-être la messe Elpedich, mais là, et puis l'autre graphique qui est à droite, c'est au fait varier variable par variable. Et là, c'était pas vous voyez que la barre du haut, ce qui influence le plus le résultat, c'est l'incidence annuelle. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, ça c'était vraiment très important. Alors maintenant, si je reviens au cas de SILA, en fait, ce qui s'est passé, les Anglais, ils ont dit on n'en veut pas. Alors c'est très transparent. Hein. En fait, en France, on négocie jusqu'à épuisement des parties et puis éventuellement la bourse retire. Les Anglais, ils disent non, c'est trop cher. Donc là, tout le monde hurle. Et ils reviennent en arrière. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Ils sont revenus en arrière, mais de manière assez transparente. C'était dans le BMJ. Et ça avait été déjà fait pour les anti-angiogéniques, en disant bon, bah alors on va changer les règles si les gens n'ont que 2 ans d'espérance de vie. Et donc pour cela, mais vous voyez que ça, fondamentalement, c'est vraiment super intéressant, parce que ça veut dire qu'on considère que la vie de quelqu'un, les mois de vie de quelqu'un qui a très peu d'espérance de vie valent 2 fois plus en pratique que les mois de vie de quelqu'un qui a une espérance de vie normale. Donc c'est vraiment c'est pour ça, voilà. Vous voyez qu'il y a le côté très technique, je te fais des additions, des divisions, des multiplications, et puis à un moment, on se lance et il y a des interprétations politiques un peu dans tous les sens. Et donc, bah, en fait, on a des méthodes, hein, on sait le faire, mais après, c'est là où ça devient un peu la foire d'Antoine, et comme vous l'avez vu au vote du PLFSS. Hein. Mais effectivement, on a les méthodes pour produire les chiffres, mais ça s'arrête là, c'est-à-dire que la décision prise à partir de ces chiffres et quelle spécialité va avoir plus de sous que telle autre, là, c'est archi du domaine du politique. Voilà, je pense que c'est... Voilà.